Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 11 juin 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui a subi moult rebondissements et qui a fait parler on va dire au sommet, puisque non seulement ça a été partagé par des médias plus ou moins populaires, Le Parisien, BFM TV, TF1, mais ça a même fait réagir des membres du gouvernement. Et oui, Gérald Darmanin et la fameuse Amélie de Montchalin, dont je sais plus pourquoi elle est connue spécifiquement, mais son nom de famille me dit quelque chose. Je crois que c'était avant le remaniement ministériel. Il y avait eu un truc avec elle. Je crois que ça concernait le Covid ou autre. Bref, vous pouvez me dire si vous vous en souvenez, mais ça me parle. C'est pas elle qui avait été envoyée en première ligne pour se défendre d'un scandale et elle s'en était super mal sortie. Mais c'était McKinsey quoi. McKinsey, je crois que c'était elle. Ils étaient deux. C'était un beau duo de branque. Amélie de Montchalin et l'autre. Bon bref. Donc on a été. Oui. Donc cette fameuse histoire qui a subi moult rebondissements, bien sûr, qui a bien fait parler en cette fin de semaine, celle des squatteurs de l'Essonne, grosso modo. Je crois que la ville s'appelle Ollainville et je sais pas si l'affaire en fait un nom dédié, mais moi je vais l'appeler les squatteurs de l'Essonne, puisque je sais pas si vous êtes au courant ou pas des derniers rebondissements, mais je vous le tiens. Il y a eu un reportage du Parisien qui est énormément populaire et qui a été présenté un peu tel quel, on va dire la version 1, notamment reprise sur TF1. Je vais vous lire un excellent article de France Inter qui retrace tout avec, vous savez, les dates et les heures, etc. Donc c'est génial. Je pense que ça va prendre un peu de temps de dire ça, mais franchement, gros travail, pas si gros au final, mais très bien fait, bien structuré, etc. Donc cette première version qui a été beaucoup partagée et je crois qui est connue par la plupart des gens, c'est que effectivement on est dans un cas de squat classique. C'est-à-dire que, comme on a pu en traiter sur cette chaîne, je crois qu'on a fait 2 vidéos dédiées au squat déjà, une avec Bassem et une autre, je sais plus, mais en tout cas ça a déjà été évoqué 2 fois. Il y a une loi complètement débile, mais on peut la défendre sous un certain angle, qui fait qu'effectivement quelqu'un qui va occuper un logement inhabité pendant 48 heures et peut prouver qu'il est là depuis 48 heures, peut après revendiquer le droit d'habiter dans cette maison. Après il y a une procédure d'expulsion, etc. Mais en tout cas il est protégé, encore plus si c'est l'hiver, etc. Et donc la personne qui est propriétaire du bien, qui va payer les factures d'électricité, de trucs, etc., se fait squatter, doit payer pour le délinquant qui vit dans son truc, et en plus ça peut prendre extrêmement de temps. Et donc il y a en plus pas mal de dégradation dans ces logements, puisque les gens savent que c'est temporaire et que les gens s'en occupent pas forcément, et donc il peut y avoir des dégradations. Tu payes les factures et en plus tu es bloqué par rapport à ce truc si tu voulais le vendre, si tu voulais le louer. Et puis ça c'est un mal au cœur. C'est souvent ça arrive à des gens pas précaires, mais on va dire de la classe moyenne, des personnes qui vont avoir peut-être un second logement ou qui habitent chez leur famille, mais ils ont comment ça s'appelle, un héritage qui peuvent avoir. Ils n'ont pas forcément les moyens, ou ils mettent pas l'argent pour un système d'alarme ou autre compétitif, et du coup ça fait qu'ils souffrent de ça. Cette loi au départ est prévue pour effectivement un peu rétablir un peu l'équilibre, la balance. Je connais plus les chiffres exacts, mais il y a quelque chose du genre les 3,5% les plus riches possèdent 50% des habitats. Il y a un truc comme ça, tu vois. Donc il y a vraiment un très gros problème avec pas mal de personnes qui sont SDF. Après, à corréler aussi avec les flux migratoires, qui fait qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas être logées et qui sont pas forcément productifs, qui peuvent pas forcément payer pour ça. D'autres personnes qui choisissent sciemment d'être dans la rue, d'autres personnes qui pètent un boulon. Moi je connaissais un mec quand je travaillais au Galeries Lafayette qui avait sa famille qui était morte dans un incendie, et depuis il était SDF et il tournait un peu dans sa boucle et il avait souvent des paquets de gâteaux. Donc il y a plusieurs raisons qui explique qu'il y a des personnes qui peuvent être SDF, mais en tout cas il y en a beaucoup qui voudraient avoir accès à un logement et qui ne le peuvent pas pour des raisons financières. Et donc cette loi vient dire si vous avez les moyens d'avoir un habitat pour lequel vous ne pouvez pas garder l'œil dessus, et qu'il y a énormément de personnes en besoin qui viennent aller sur cet habitat, et bien la loi protège un peu ces personnes pour rétablir un peu la balance. Et sur le papier, je trouve ça pas mal, parce que oui, de base, j'aimerais bien que chacun puisse avoir accès à un logement, de la bouffe, etc., pour qu'après, ils puissent grandir normalement, pas devenir des délinquants ou autres, etc., etc. Sauf que derrière, il y a des populations qui sont, je parle notamment des Roms, dans divers reportages, on avait vu que, pour eux, c'est genre un mode de consommation normal, c'est temporaire, mais les mecs, ils viennent à 30, et puis c'est dégueulasse derrière, ils peuvent même prendre le métal des murs, etc. Donc, il y a
cette loi est un peu détournée. Et puis en plus, c'est pas les plus riches qui souffrent de ça. Parce que oui, si t'as 10 maisons, normalement, t'as de quoi les équiper en système d'alarme, etc. Y a pas de problème. Mais on a vu l'exemple d'une grand-mère vietnamienne, voilà. Elle était visiter sa famille ou elle était à l'hôpital, je sais pas. Quand elle revient, elle est baisée. Y a eu des trucs comme ça. Un mec qui louait simplement une partie de sa cohabitation, le mec arrêtait de payer. Et puis voilà, du coup, comme il était à plus de 48 heures, enfin, il y avait plein de trucs comme ça où il y a des personnes, oui, qui profitent de cette loi et des personnes qui sont pas les plus riches, qui sont, comme on a dit, la classe moyenne, qui, comme d'habitude, se fait rincer sur l'héritage, sur les impôts, sur le contrat social, hein, puisque on va dire, c'est eux qui vont avoir la joie de participer à la redistribution de la personne qui vient le chercher à la sortie du bus et une bande de baisser les yeux ou du truc. Voilà. Donc c'est toujours cette même classe moyenne qui tripe dur, qui fait tourner le pays et qui s'en prend plein la gueule avec cette loi, puisque les riches, ils ont pas ces problèmes-là, hein, comme ça revient tout le temps. Est-ce que les connards qui ont voté cette loi, les députés qui gagnent 5000 balles et voilà, après ils ont d'autres moyens pour bien rebondir, enfin bref, en général ils sont plutôt dans le panier, est-ce que c'est eux qui vont se faire squatter? Non, les mecs, ils sont l'aide de la police, ils ont des systèmes d'alarme et ils se font pas emmerder. Par contre, le mec qui se fait baiser par les radars partout, lui est potentiellement une cible. Donc comme d'hab, oui, c'est très bien, mais par souci de redistribution, c'est la classe moyenne qui paye et par la classe hyper privilégiée. Voilà, donc moi, ce que je pense de ce truc-là, et faudrait trouver un autre moyen. Je suis d'accord il y a des mecs ultra libéraux, voilà, ils disent non, j'ai bossé ou j'ai hérité de trucs, j'ai fait fructifier mon argent, j'arrive à avoir 12 appartements, etc. J'accepte pas que ça soit squatté. Pour moi, les personnes qui, on va dire, se lancent dans la rénovation de bâtiments et après font des prêts et puis remboursent les prêts en faisant louer de l'investissement locatif, etc. Pour moi, c'est vraiment une forme de parasitisme. Alors, il y a une petite valeur ajoutée qui s'apporte avec la rénovation, etc. Mais c'est quand même le logement, ça c'est dans la pyramide de Maslow, c'est quand même la base, le fait de dormir, voilà, etc. Et les mecs s'enrichissent spécifiquement sur ça et participent à cette hausse insupportable des logements. On sait que voilà, ça représentait qu'une faible proportion du salaire à une époque. Maintenant, c'était tellement énorme qu'on doit être deux pour en avoir un. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et voilà, pour moi, c'est un truc vraiment un grand frein. En plus, après, bon, oui, ça se transmet par l'héritage, donc par défaut, les personnes ne vont pas partir. Voilà, si on parle de méritocratie ou autre, bah, ça fausse un peu le truc. Donc oui, moi, il devrait y avoir une limite à partir moi, ça me choquerait pas qu'il y ait une limite à partir d'un certain million ou autre, que voilà, t'as obligation, je sais pas, que ce soit géré plus ou moins par l'État en HLM. Mais moi, de l'autre côté, je suis pour que les dégradations ou autres, si la personne vraiment fait de la merde, ce soit de la prison, soit dégagée du pays ou autre, enfin on lui retire du truc. Enfin voilà, je serais pour un truc là où effectivement on fait une espèce de qu'il n'y ait pas d'une classe hyper riche qui jouisse et d'autre côté des mecs dans la rue, mais de l'autre, si les mecs dans la rue qui ont cette opportunité font de la merde, eh bien grosse répression. Bon, de toute façon, je viens de dévier pendant 5 minutes, excusez-moi, on retourne à l'histoire, puisque voilà, on croyait que c'était une histoire de squat banale, sauf qu'on a découvert derrière que non, c'était bien plus grave. La souris était dans le fromage, comme on dit, je sais pas, mais en gros, le propriétaire, déjà les personnes qui se sont fait passer pour des victimes en disant qu'on leur squattait leur maison, qu'ils savaient pas qu'ils l'avaient acheté, qu'ils étaient squattés, étaient au courant, et qu'il y a des preuves pour ça, je vais vous lire le truc après, ils étaient au courant, et qu'en plus le propriétaire a vendu la maison, enfin lui aussi était au courant, et a fait au final une aubaine, puisqu'il a vendu la maison squattée plus faible prix, mais il avait déjà vendu en fait apparemment la maison aux personnes qui ont squatté, et qui étaient des squatteurs involontaires. Alors ils ont plusieurs trucs pour les desservir, effectivement on les voit avec le foulard, je crois qu'ils parlent pas forcément bien français, etc. Donc de base tu te dis putain, ça a l'air d'être des personnes qui sont là, qui ont pas les codes, et d'ailleurs ils ont pas les codes, puisque je sais pas si ça se fait dans leur pays d'origine, mais en France tu vas pas acheter une maison cash ou autre, enfin apparemment ils l'ont payé cash, donc voilà, ça fait partie des trucs qui ont pas les codes. On pourrait les prendre pour effectivement un profil donné un compte, mais eux sont un peu dans leurs droits, puisqu'ils ont payé une somme assez importante pour loger dans cette maison, et c'est en fait un cas assez
pas normal, mais assez typique. C'est un cas, dans la première vidéo, enfin l'autre vidéo sur Squat, on avait dit qu'il y avait déjà des personnes qui avaient payé des trucs, qu'il y a des mecs qui ont des business comme ça avec de louer des maisons à des squatteurs, enfin, ou faire payer des squatteurs et en même temps faire payer d'autres personnes. Ça. Donc il y a vraiment un problème entre des personnes qui se font un peu abuser, même si elles doivent savoir quand même qu'il y a anguille sous roche quand tu payes en cash et tout, mais elles se disent pas forcément que c'est illégal. Et il y a, mais le pire, bien sûr, c'est ceux qui proposent de base ce service et voilà, créent des tensions, se font du beurre sur pas mal de personnes. Et on va voir que en détail, c'est assez incroyable. Ce truc-là. Donc bref, est-ce que le problème vient plutôt des chances pour la chance ou de la bourgeoisie pour cette fois-ci? Mais j'ai plutôt l'impression que ça vient de la bourgeoisie puisque c'est eux qui dans cette histoire-là, et comme ça a pu être, comme c'est un modèle qui existe par d'autres personnes, dans cette histoire-là, c'est un peu eux qui sont vecteurs de cette crise de squat, etc. Et aussi les victimes, les personnes, là, le mec en jogging qui se plaignait, etc. Puisque eux ont menti aux médias, sont fait émouvoir, et puis la famille s'est fait dégager par des bienfaiteurs, parce qu'effectivement, quand tu dis putain, c'est tellement insoutenable ces histoires de squat et tout, tu te dis mais putain, c'est comment tu peux travailler autant et mettre des années de salaire pour un truc, au final, tu te fais squatter par des personnes qui ont rien payé, sauf que ces personnes ont payé. Et donc, ouais, elles sont pris, déjà elles ont perdu de l'argent, et en plus elles se sont fait dégager, les fameux. Je sais plus si c'est des Algériens, non des Tunisiens je crois, voilà, qui squattaient également quand bien même ils ont payé. Donc voilà, le gros rebondissement c'est ça, et il y a eu donc du coup deux gros topics, entre Aya, ils achètent leur maison et surprise des squatteurs débarquent, puisque ça servait voilà la version officielle, et puis après les victimes du squat sont des menteurs, voilà, où après coup on s'en est rendu grâce à notamment un petit reportage Twitter de Babar le rhinocéros. Voilà. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour descendre ce petit reportage sur ça? Regardez, temps de lecture 8 minutes. Je pense que je vais mettre un peu plus longtemps. Je commence à 11 minutes 30. Je pense pas que je vais finir avant 25. Mais c'est parti. Maison squattée en Essonne. Itinéraire d'une fake news qui a cheminé jusqu'au gouvernement. Depuis 48 heures, la vidéo d'un couple de franciliens victimes de squatteurs dans leur nouvelle maison de l'Essonne circule sur internet. En mentant sur une partie de leur histoire, ils ont fait réagir en leur faveur jusqu'au gouvernement et ont obtenu gain de cause. Et oui, bon, ça c'est le truc habituel. Hein. Quand c'est difficile, effectivement, mais que ce soit maintenant ou que ce soit avant, de croire la version officielle des choses, puisqu'il y a toujours des personnes qui ont un bout de pain à défendre, hein, et qui peuvent angler, voilà, c'est la manière de angler un sujet, voire carrément mentir, comme c'est le cas ici. Et donc là, est-ce qu'après va y avoir des sanctions ou autres, puisque ça a ému jusqu'au gouvernement, et que voilà, c'est quand même beaucoup de temps, de cerveau investi ou autre pour au final une connerie, enfin une connerie. Une histoire complexe quand même, mais à voir. L'histoire a fait le tour du web. Le tour de la toile, monsieur. Mercredi, un couple de franciliens a raconté dans une vidéo aux Parisiens avoir été empêché de s'installer à son nouveau domicile, une maison de 70 mètres carrés à Ollainville, Essonne, par des squatteurs. Toutefois, ils ont omis de préciser aux médias qu'ils étaient au courant de l'occupation du lieu au moment de l'achat et que celle-ci avait fait baisser le prix du bien. Voilà, je pense que vous avez compris comme moi, mais qu'en gros, ils ont acheté à la... Attends, je viens de voir mon retour caméra avec les cheveux que je viens de laver, c'est pitoyable. En gros, au moment de l'achat, le mec leur a dit, bon, la maison, voilà, il n'y a pas besoin de refaire les fenêtres, etc. Mais elle est squattée. Du coup, au lieu de vous la faire à 250, vous la faites à 170. D'accord. Bon, écoutez, oui, effectivement, il y a un vis-à-vis, etc. Le fait qu'elle soit squattée, bon, d'accord, on enlève 80 000, voilà. Donc les mecs étaient au courant. Et c'était un argument de vente, on va dire, en défaveur du prix. Le reportage vidéo est rapidement devenu viral sur Twitter et a ému toute la toile jusqu'au gouvernement. Les ministres de l'Intérieur et de la Cohésion des Territoires, Gérald Darmanin et la fameuse Amélie de Montchalin, n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir. Dénonçant une situation inacceptable, ils ont exhorté le préfet du département à engager la procédure de l'article 38 de la loi Dallot pour une évacuation rapide de ces occupants illégaux. Et oui, et ça c'est super chiant qu'on dépende du préfet qui parfois en a rien à foutre et qui, oui, mais des mois à déclencher cette procédure. Voilà, dans certains cas, mais après il y a pas mal de cas qui sont complexes au final, où il y a des gens qui ont payé des trucs, etc. Et alors, oui, moi je suis comme vous, j'aime pas quand la loi est froidement exécutée en mode putain on va relâcher ce dealer ou autre parce que à un moment le flic lui a pas signalé ses droits ou une connerie comme ça, à un moment je sais, enfin tu sais, il y a des mecs qui font des crimes ou autre et parce qu'il y a eu un vice de procédure on applique froidement la loi, tac et ben le mec sort comme ça, et là c'est pareil parce que enfin je veux dire parce que la personne est un squatteur, hop on la dégage comme ça, alors que s'il faut il a investi 50 000 balles etc, mais qui s'est fait arnaquer, il y a un problème, voilà, il y a des trucs.
Quelques heures plus tard, le couple a obtenu gain de cause, puisqu'un arrêté de mise en demeure a été publié par la préfecture du département. La famille occupante a quitté les lieux dans la soirée. Toutefois, à sa sortie de maison, le couple et ses 4 enfants ont été agressés et gazés par des individus cagoulés. Chronologie des faits. Ok, donc vous voyez, la famille a été dégagée juridiquement, mais en plus des gens ont fait ça manu militari. Alors juste, je suis en train de me dire, parce que je vous parlais de personnes qui n'ont pas les codes, etc. Est-ce que, vous savez pas forcément, parce que, voilà, vous savez pas forcément. Il est relativement facile d'avoir des visas pour rester en France. Hein. Puis après, il y a des personnes qui sont là illégalement, hein, donc là, c'est encore différent. Il y a un sujet sur l'égalité, et il est relativement facile d'avoir des visas, mais pour avoir la nationalité française, et ça vous le savez peut-être pas, on doit passer 4 jours où on apprend un peu les coutumes françaises, voilà, que tu peux pas obliger ta femme à avoir un voile, que tu dois pas frapper les gens, etc. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, ma femme est passée par là et j'ai été agréablement surpris, elle m'a montré des supports et tout, il t'explique un peu comment se tourner vers les services sociaux, etc. si tu as des sujets et tout, donc c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que voilà, c'est un truc qui coûte cher à mettre en place, hein. Tu dois avoir des bâtiments, des formateurs, etc. Et tu peux pas, donc c'est bien, si les gens font la démarche de devenir français, ils vont passer par ce canal-là. Le problème, c'est que s'ils restent là par des visas ou illégalement, ils n'ont pas ces trucs-là. Et donc, ils vont pas forcément avoir les codes, les fameux codes, hein. C'est un sujet, hein, même si au-delà de la blague, je suis d'accord, il y a des trucs, ça va au-delà de pas avoir les codes ou autre. Tu peux avoir une culture qui se développe même chez certains descendants d'immigrés, alors que les mecs sont censés avoir les codes vu qu'ils étaient là, l'école républicaine, etc., qui font quand même de la merde. Mais bref, il y a quand même un sujet au départ de pas avoir les codes. Et ouais, il faudrait peut-être étendre ce truc-là aux conditions de visa ou autre. Et dans ce truc-là, si vraiment on observe que ce truc-là des squats est un truc commun, de dire non, mais n'achetez pas des maisons, des putains de maisons sans passer par le notaire et tout. En France, tu passes par le notaire, t'as rien en cash, c'est des virements banque à banque, etc. Il faudrait pour que ça réduise un peu le fait du mec qui dit ah, mais je suis pas au courant, etc. Parce qu'on peut croire légitimement que les mecs sont pas au courant. Après, il y en a sans doute qui se disent vas-y, j'y vais au black, je veux pas payer les frais de notaire, etc. Voilà. Et donc c'est là où je vais te poser une question, Un. Est-ce que pendant les 4 jours, on vous a dit que les maisons ça s'achetait chez le notaire, que fallait pas acheter les maisons en cash, ou c'est pas un truc dont ils ont parlé, ça? Il a parlé aussi, il donne le site Ah oui, ouais. pour se renseigner là-dessus. Ouais. Ok, donc déjà. Pour louer, Ouais. oui, c'est ça. Ok, ok, ouais, ça pour le. Acheter, louer. Ok, donc bon. Ils sont un peu théoriquement formés à ça, au fait qu'en France ça se passe comme ça, tu dois passer par des trucs et tout. Donc logiquement, bon, il y a un truc qui dit nul ne peut ignorer la loi, mais ça c'est un peu une connerie, je crois. Mais en gros, si les mecs passent par ce truc-là et qui sont un peu dans le processus de nationalisation, qu'ils ont déjà fait des cours et qui sont fautifs de ça, ben à un moment faut pas déconner. Après, bon, il y a sans doute pas mal de trucs à ingurgiter quand tu veux devenir français. Hein, il y a plusieurs sites, etc. Mais oui, mais tu deviens pas français automatiquement, mon gars. Tu dois quand même faire ce travail quand même d'apprendre ces trucs-là. Donc à un moment doivent être sanctionnés et c'est dommage pour eux, mais ils ont fait de la merde parce qu'ils étaient théoriquement au courant. Après, s'ils sont là illégalement, bon, moi, voilà, il n'y a pas trop de débat sur la question. Hein, et voilà, si c'est là illégalement que t'as pas fait de démarche et tout, bon, ben petit billet d'avion, petit billet de bateau, mais voilà, ça, en tout cas, il n'y a pas de raison. S'ils sont là avec des visas, c'est un peu compliqué parce que t'es pas formé et voilà. Bon, bref, ça c'est un peu le truc que je me pose. Bon bref, c'était la petite parenthèse sur comment je perçois un peu la chose. Mercredi 8 juin, 15h, la vidéo du Parisien. En milieu d'après-midi mercredi, le journal Le Parisien publie la vidéo de 5 minutes sur son compte Twitter. On y découvre l'histoire d'Élodie et Laurent qui ont acheté une maison à Olainville et sonne en mai dernier. En mai, au moment de poser leur carton dans leur nouvelle maison, c'est la douche froide. Ils constatent qu'elle est squattée. Donc là, on insiste bien sur la temporalité, hein, que voilà, c'est au moment d'acheter la maison qu'ils découvrent qu'elle est squattée. Le couple avait déjà visité le bien 3 fois en septembre 2021. Je déteste quand on parle d'une maison en disant le bien. C'est un truc de personnes dans l'immobilier qui parlent de ça et j'ai l'impression que c'est le jargon et en général c'est des gens que je ne peux pas voir, hein, les agents immobiliers ou autres, ils parlent et présentent d'une manière qui me révulse un peu et quand on parle de bien, après c'est bien parce que bien c'est générique, ça englobe l'immeuble, l'appartement, les trucs etc. Mais donc, ce terme a une raison d'exister mais moi ça me hérisse un peu le poil. Et ils avaient visité la maison 3 fois en septembre 2021 et les squatteurs n'étaient pas là, précise d'emblée Laurent. On entend alors la journaliste les interroger. À ce moment-là, vous ne vous étiez pas douté qu'il y avait des gens qui squattaient.
Le couple répond non. Quand on l'a visité, il y avait un matelas par terre. On pensait qu'une personne avait pu y dormir avec la présence de ce matelas, mais on ne s'imaginait pas qu'une famille s'y était installée. Le Parisien précise tout de même dans son article que dans l'acte notarié, il est fait référence à une occupation sans droit ni titre de la maison. Ok, donc le Parisien dit qu'ils n'étaient pas au courant, mais que dans l'acte notarié, parce qu'il y a quand même eu un truc officiel, il y a une référence à une occupation sans droit ni titre de la maison. Donc il y a quand même déjà Anguille sous roche à un premier niveau. Voilà. Jeudi 9 juin, 10h50. Donc c'est à peu près une journée plus tard. Deux ministres réagissent. Voilà, moins de 24 heures plus tard, les ministres réagissent. La vidéo devient rapidement virale et atteint le million de vues en quelques heures. Maintes fois partagée sur Twitter par des internautes qui s'indignent de la situation, elle l'est également par deux ministres. Ah oui, les mecs ont tweeté. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie de Montchalin, également candidate aux législatives dans le département, demandent immédiatement au préfet de l'Essonne d'engager une évacuation rapide. Jeudi 9 juin, 13h49, donc c'est 3 heures plus tard. BFM TV assure que le couple savait à l'achat que la maison était squattée. À la mi-journée, la chaîne BFM TV réalise également un reportage sur place publié dans l'après-midi sur le site. Ici, la journaliste assure que Laurent nous l'a avoué, lorsqu'il l'a acheté, il savait très bien que cette maison était squattée par une famille. Elle ajoute que celui-ci comptait sur la loi pour parvenir à faire expulser la famille déjà installée. Oui, c'est plutôt. En fait, voilà. Là, on commence à comprendre que on avait encore des esquisses du tableau, mais c'est parce que c'était ce qu'on nous avait présenté. Et là, on voit un peu les couleurs apparaître, etc. On comprend un peu le bordel. C'est que voilà, le mec a acheté le truc avec l'acte notarié, etc., qui faisait référence, et il s'attendait à ce que la loi l'aide. Sauf que la loi, bon voilà, on est en France, faut pas en attendre. Oui, effectivement, ils peuvent te faire sauter tes points si tu fais un excès de vitesse ou autre, mais si ta maison est squattée, attends, il y a quand même des priorités, mon gars. La justice ne peut pas être partout, n'est-ce pas? Donc voilà, il comptait sur la loi pour être rapide, sauf que bienvenue en France, hein, on est dans, je sais plus, je crois qu'on est 21 sur 28 en termes de nombre de magistrats, de vitesse de traitement des dossiers, etc. Donc c'est un scandale. Comment ça se fait que dans ce pays extrêmement taxé, etc., il y ait ce tel niveau de service public indécent? Oui, bah comme vous, je me pose la question. Il y a un côté évasion fiscale, oui. Il y a peut-être aussi d'autres failles au compteur. Hein. Donc bref. Donc qu'est-ce qu'on a? Oui, donc la justice a pas pu traiter un truc où vous voulez pas, ou je sais pas pourquoi ils s'en battent les couilles. Je crois bah bref. En tout cas, le mec a pas vu, donc il s'est tourné vers les médias. Il s'est dit si j'ai pas réussi à faire sortir grâce à la justice parce qu'elle est lente, je vais faire réagir en parlant, en exposant ça à la situation, etc. La journaliste reprécise par ailleurs les éléments déjà donnés par Le Parisien, à savoir qu'Élodie et Laurent ont tenté d'échanger à plusieurs reprises avec la famille tunisienne installée à l'intérieur, sans succès. Celle-ci assure, selon BFM TV, être installée dans la maison depuis 1 an et que leurs enfants vont à l'école située à côté. Elle affirme par ailleurs avoir acheté le bien pour 120 000 € en liquide, mettant en avant une promesse de vente, censée le prouver, mais auquel Laurent ne donne aucun crédit dans Le Parisien. Il n'y a même pas d'entête, il n'y a rien, ça n'a même pas été fait chez le notaire. Voilà, les mecs ont cru avoir un papier, acheter une promesse de vente sans entête, tout ça, et pas validé par le notaire. Voilà, ils n'ont pas les codes, hein, comme on dit, et c'est un problème. Voilà, famille tunisienne apparemment, et donc ils ont pas forcément les papiers ou autre, si on parle de Tunisie, pas de français ou autre. Donc déjà, comment ça se fait? Oui, tu peux quand même acheter un truc si t'es pas... faudrait quand même regarder un peu le statut, parce que comment tu peux rester en France? Oui, si tu travailles, que tu renouvelles tes visas ou autre, j'imagine c'est ça, mais comment ça se fait qu'ils puissent rester en France et acheter une maison 120 000? Bon, il y a un sujet. Jeudi 9 juin, donc 4 heures plus tard, ou quelques heures plus tard, le préfet de l'Essonne prend un arrêté de mise en demeure pour expulser les Quasseurs. Je fais une petite pause pour BFM TV, hein, ils nous ont habitués à faire un peu de merde, hein, par exemple dire qu'il y a des mecs qui sont cachés dans le frigo. Au moment de Koulibaly 2015, il y a eu encore deux ou trois autres trucs là, mais là ils ont été plutôt pas mal, bravo à eux. Voilà. Donc jeudi 9 juin, 19h29, le préfet de l'Essonne prend un arrêté de mise en demeure pour expulser les squatteurs. Peu après 19h, la préfecture de l'Essonne publie sur son compte Twitter un communiqué expliquant qu'elle a pris un arrêté de mise en demeure concernant le squat du pavillon, comme demandé par les ministres. Elle explique que toutes les conditions sont réunies pour mettre en œuvre la procédure, qui permet depuis décembre 2020 d'accélérer l'expulsion d'une famille de squatteurs, sous réserve que le propriétaire ait porté plainte, ce que Laurent a fait le 3 juin, donc il n'y a pas si longtemps, et que l'infraction a été constatée par la gendarmerie. On voit un peu le communiqué. À 20h, donc combien de temps plus tard? 40 minutes,
TF1 passe un sujet dans son journal. Donc après que ça a été un peu l'angle de la vérité était exposé dans BFM TV, mais les mecs de TF1 n'ont pas eu le temps de revoir leur truc ou autre, je sais pas. Il y a eu combien de temps de battement? Il y a eu quand même 7 heures. Hein. Bon, après 7 heures, j'imagine, on va dire ils avaient quelques heures. Alors que la vidéo continue d'être largement partagée sur Twitter pour atteindre plus de 4 millions de vues, donc TF1 partage dans le JT, le sujet reprend l'histoire du Parisien. Si le reportage apporte plusieurs éléments clés, dont la mise en demeure ordonnée par la préfecture, la plainte déposée par Laurent le 3 juin, le journaliste explique à nouveau qu'après une visite en septembre dernier, Laurent et Elodie ne se doutaient pas qu'un couple allait s'y installer. Ils ont la nouvelle effectivement de la mise en demeure, etc., mais ils ne parlent pas que la famille avait une promesse de vente et avait payé, et que les mecs étaient au courant que la maison était squattée. Donc effectivement, gros trou dans la raquette. Enfin, jeudi 9 juin, 23h, donc 3 heures plus tard, un internaute, fameux Babar le rhinocéros, que je connaissais pas avant cette affaire, révèle des incohérences dans le récit d'Elodie et Laurent. En fin de soirée, un internaute publie, toujours sur Twitter, un fil dans lequel il liste plusieurs incohérences dans l'histoire avancée par ce couple. Il indique notamment que la maison est vendue 140 000 balles, soit une bouchée de pain pour la zone. Normal, écrit-il, elle est habitée, ils font donc entamer des décharges judiciaires pour la libérer. On va lire un peu la série de tweets, le fil, puisqu'il est intéressant. 35 000 quand même, donc ça a été bien couvert. Alors, le Parisien présente ce sujet comme une banale histoire de squat. Un couple aurait acheté une maison et l'aurait découverte habitée par une famille sans le savoir. Pourtant, la réalité est tout autre. La maison est vendue une bouchée de pain 140 000 balles. Normal, elle est habitée, il faut donc engager des démarches judiciaires pour la libérer. D'où le prix, c'est un peu comme un viager. Hein. Vous savez, le viager, c'est quand on achète une maison à une personne d'un certain âge, on attend que, et en fait tu payes un certain montant chaque mois pour permettre à cette personne d'un certain âge de vivre bien, et après elle meurt. Et sauf que si tu payes genre 1500 balles par mois et qu'elle meurt au bout de 10 ans, bon ben voilà, 10 ans, on va dire que tu as payé à peu près la moitié de la maison, ça dépend le truc, et donc c'est pas trop mal. Sauf que si elle dure 15 ans, 20 ans, et ben là tu as payé plus que le prix de la maison, et tu es engagé par le contrat, et donc, enfin après ça je suis pas expert, mais j'imagine que tu es engagé par le contrat, et donc tu payes plus que la maison, ça arrive, hein, la fameuse Jeanne Calment, ça c'est passé comme ça, même le mec qui payait le viager est mort avant que Jeanne Calment décède, donc c'est un truc de fou. Là oui, c'est donc un petit peu un pari. Oui, j'achète la maison moins chère, mais combien de temps la justice va le mettre pour la libérer? Mais c'est peut-être pas rentable, vu qu'on est en France, voilà, ça va peut-être mettre plus de temps. Premier mensonge, il affirme aux Parisiens qu'il n'en savait rien avant d'avouer que si. On s'en serait douté. Acheter une maison à moitié prix, visiter le 9 juin, en septembre 2021 et attendre 8 mois pour acheter sans jamais revisiter, c'était louche. Il dit ensuite avoir voulu faire une fête avec 15 copains le soir même. Sans même y être passé depuis 8 mois, c'était en réalité une opération pour déloger les occupants sans passer par la justice. La gendarmerie est intervenue pour éviter les heurts, mais jusqu'à 15 gendarmes mobilisés. Et le Parisien n'en parle même pas. Voilà. Oui, bah, comme vous tous, hein, moi ça me paraît normal que oui, quand la justice met trop de temps à faire dégager les squatteurs illégaux et que bon là c'était dans une vraie situation de squat, c'est tout à fait normal pour moi que on se communautarise, on fasse dégager les mecs manu militari. Voilà, je pense que c'est une réaction banale, hein, et que voilà, tout le monde est comme ça, et j'ai une certaine perception de la justice, voilà, qu'on doit pas se faire justice soi-même, mais je trouve qu'en France il y a une certaine rupture du contrat social et que ça fait partie du vide, et que donc c'est une réaction normale, sensée, et même comment dire, qui indique une bonne santé, on va dire une bonne vitalité de la personne. Mais dans quel but? Si la maison est vendue 140 000 € car occupée, il s'est dit qu'en expulsant les occupants sans passer par la justice, il pourrait la revendre le double de son prix. Sachant que la maison était occupée, il n'a acheté que pour faire un coup financier. Tac. Alors ça, il s'avance un peu, je pense, dans l'analyse, non? Parce qu'il parle de ça. Non, bah là, il m'a l'air d'aller un peu vite en besogne, le rhinocéros. Il est jamais dit que le mec voulait faire une spéculation et la revendre plus cher. Il dit juste qu'il y avait la mention opération du ticket, etc. Donc là, bof. Hein. Et on ne sait pas s'il l'a acheté pour faire un coup financier. Enfin, si, je veux dire, pour faire un coup financier, pour économiser à l'achat. Mais on ne sait pas si il voulait vraiment spéculer dessus. Parmi les petites incohérences, l'acheteur dit que le chien était mis là depuis qu'il l'a acheté, alors qu'il dit aussi qu'il l'avait déjà lors de sa fête. Puis sa femme qui avoue qu'elle ne penserait jamais pouvoir s'acheter une maison ici. Normal, c'est moitié prix.
La famille qui occupe les lieux, bon voilà, c'est une incohérence, mais c'est juste un truc qui a permis à prouver à ce qui maintenant est connu qu'ils savaient déjà quoi. La famille qui occupe les lieux affirme avoir acheté la maison 120 000 € en liquide et possédé une promesse de vente. Arnaque ou mensonge, on n'en sait rien. Il empêche que les enfants sont scolarisés et que cette famille doit être considérée. Oui, mais bon, après, c'est ça le truc. C'est pas parce que t'es pas passé dans les règles et que t'as pas fait valider le notaire, t'as perdu 120 000 € quand même. C'est un truc, tu peux pas les foutre à la rue comme ça quand même. Ouais, bah, il devrait y avoir une médiation qui fait que les gens sont un peu indemnisés ou autre. Voilà, après c'est qui va, et surtout faut retrouver la personne qui a vendu sans faire ça. C'est surtout eux qu'il faut faire payer et qu'ils doivent participer au remboursement, à l'indemnisation. C'est pas aux autres mecs qui travaillent et qui doivent payer le gouvernement pour qu'après ils redistribuent un truc à des Tunisiens en plus, puisque voilà c'est des Français qui payent les impôts. Enfin voilà, moi je suis pour un protectionnisme, une préférence nationale, etc. Pareil, d'apprendre que par exemple cette famille va être indemnisée avec des fonds français alors qu'elle est étrangère, ça me voilà, ça titille quelque chose en moi qui est pas forcément ce qu'il y a de plus de valeureux ou grand, mais oui, ça me casse un peu les couilles. Non, c'est le mec qui a voulu faire son coup, qui a vendu ça, qui fait son truc, qui paye et qui va en tôle ou que sais-je. Si le gars fait ça, c'est peut-être qu'il a les moyens des maisons, je sais pas, on saisit ses biens et on indemnise, mais c'est pas aux contribuables de payer. J'imagine que d'ailleurs la justice voit ça de cet œil, hein, que le mec qui a fait cette combine va payer, enfin j'imagine. Voilà, l'histoire a été reprise par telle quelle par Darmanin, donc ça on sait, voilà ce qu'a dit le truc. Et dessiné, donc pour fustiger les squatteurs et dessiner les lignes d'une loi anti-squat qui ferait le bonheur des spéculateurs immobiliers qui laissent leurs logements vides. En France, on a 3 millions de logements vides et 300 000 SDF. 10 fois plus de logements vides que de SDF. Effectivement, ça fait un coup, comme ça, tout en sachant qu'effectivement, la plupart de ces logements vides, j'imagine, appartiennent à des personnes voilà, qui auraient les moyens de vivre très bien, mieux que 99% de la population mondiale, tout en n'étant réquisitionné, on va dire, par des trucs. Après, il faut voir, est-ce que c'est SDF ou autre, est-ce qu'ils apportent quelque chose. Après, le fait de les loger aussi fait peut-être qu'ils sont moins visibles, qu'ils vont moins se dégrader l'espace public et moins nuire à la qualité de vie des gens. Donc c'est peut-être bien pour... tu prends quelques millionnaires pour un peu améliorer la vie des SDF, améliorer la vie des usagers, des riverains comme on dirait. C'est plutôt pas mal. L'INSEE dénombre 37 millions de logements en France, dont 3 000 sont vides, soit 10 fois plus que le nombre de SDF en France. Et à peu près 400 000 logements qui ne sont pas occupés en Ile-de-France, alors qu'on connaît que voilà, c'est très cher dans ce coin-là. Pour résumer, on voit que le Parisien a intentionnellement orienté la vidéo, n'a posé aucune question sur les points louches et a donc diffusé une fake news. C'est journalistiquement grave, surtout quand on s'est détourné par Gérald Darmanin en tant que fait avéré. Bon après, le truc des logements vides, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est qu'un logement vide ? Est-ce qu'une maison d'habitation, là, une maison secondaire, c'est considéré comme un logement vide si tu y habites qu'un mois ou deux par année et tout. Enfin, je sais pas, moi, même si j'ai des aspirations communistes ou autres, de redistribution, pour moi, c'est normal pour une famille qui travaille dur, enfin avec l'avancée technologique qu'on a aujourd'hui, qu'elle puisse se payer une maison principale et une maison secondaire. Enfin voilà, ça va pas être considéré comme un logement vide. Par contre, si c'est des logements vides, donc qui sont laissés vides pour attendre, je sais pas que ça ait de la valeur, je sais pas trop comment fonctionne ce marché-là, mais ouais, il y a un sujet, et à un moment ça doit taper les très gros propriétaires, je sais pas, qui au niveau de la marge qui dégage ou autre, mais du moment où tu réquisitionnes. Après, comme on sait, il y a parmi ces 300 000 SDF, il y en a peut-être 100 000, et ça me paraîtrait pas déconnant, qui sont des mecs qui veulent vivre dans la rue, hein, on les connaît. C'est un discours normal, si vous avez déjà parlé à des SDF, ou vous avez déjà vu des reportages. Moi, quand j'étais bourré pendant ma première année d'école, je sais pas, j'avais un peu de mal à me faire des potes, on va dire, et souvent quand j'étais bourré, après je me baladais en rue et je discutais avec des SDF pendant pas le temps, il y en avait pas mal qui s'en battaient les couilles. Enfin, c'est pas qu'ils s'en battaient les couilles, mais c'était leur truc d'être dans la rue. C'est pas forcément facile à expliquer, mais voilà, les mecs, ils n'avaient pas forcément envie d'en sortir, quoi. Donc je pense qu'il y a parmi ces 300 000, il y en a un certain nombre qui... Je sais plus pourquoi, c'était un côté, je suis indépendant comme ça, tu vois, j'ai pas besoin de m'accrocher comme une moule à un rocher, à des possessions et tout, il y a ce genre de trucs. Bref, belle preuve que je viens de recevoir. L'opération consiste bel et bien à acheter la maison occupée à moitié prix et s'arranger pour Fiot faire partie les occupants. Bien l'impression que le Parisien, média de Bernard Arnault, nous prend pour des abrutis.
Voilà, donc ça c'est une vidéo assez incroyable où il y a... bon, on va la regarder, Donc ça apparemment, si j'ai bien suivi, c'est l'agent immobilière qui a vendu la maison au couple qui fait part des détails de cette situation un peu étonnante. Je sais pas pourquoi elle se filme, je sais pas pourquoi elle se prend le besoin de partager, c'est assez étonnant. Tu t'attends pas d'un agent immobilier qui fasse une story, une histoire comme ça, mais bref, regardons. Coucou les amis, aujourd'hui toujours au rendez-vous à Arpajon, à l'office notarial. Ah non. Ah mais si, Arpajon, non c'est l'office notarial, elle ne parle pas de Olinville, la ville. Une vente un petit peu particulière, c'est la première fois que je fais une vente sans remettre de clé. Donc l'acquéreur peut témoigner, il n'y a pas eu de clé. Pas de clé, voilà. Juste attestation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clé? Parce que parfois on peut avoir des ventes un peu particulières. Et là en l'occurrence, le bien était déjà occupé. Donc il va falloir faire partir entre guillemets les personnes qui sont dedans, récupérer le bien puis refaire toutes les clés. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de clé. Est-ce que tout s'est bien passé du coup? Très bien. Bon super. À la prochaine pour des nouvelles aventures. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi elle se filme? Est-ce qu'elle a un compte, hein? Parce que on sait, voilà, les gens, il y a plein d'aspects hein, sur YouTube, réparer des voitures, apprendre la danse, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un créneau pour des gens qui suivent des agents immobiliers qui parlent de leurs ventes, etc. Et les mecs des investisseurs locatifs se branlent sur ces trucs? Oui, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. C'est pour ah voilà, j'ai vendu un truc sans promesse de vente, enfin sans clé. Voilà, c'est peut-être un petit business model intéressant d'acheter avec des squatteurs et de vendre en double. Je sais pas. Parasite de merde. Autant son boss que elle. À un moment, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un truc d'immoralité ou d'amoralité qui se déclenche dans votre cerveau. Bande de psychopathes. Ah putain, c'est quoi ce délire pour... Ah, et en plus elle rend ça populaire. Donc il y a d'autres gens qui vont faire ce truc. Allez vous faire enculer à un moment. Putain, déjà que votre valeur ajoutée, elle est légitime. Vous rénovez des bâtiments ou je sais pas quoi, mais d'un côté il y a valeur ajoutée, de l'autre il y a augmentation du prix de l'immobilier. Donc cette valeur ajoutée qui est pas mal se ressent quand même après financièrement sur des gens qui doivent trimer dur, qui ont moins de temps libre, moins de joie, etc. Donc vous enrichissez avec un coût quand même pour la société. C'est pas neutre. Donc allez vous faire enculer. Voilà. La méthode de vente de maisons occupées est similaire au viager, bien vendu occupé par une personne âgée jusqu'à sa mort, dans le sens où on fait un pari sur la durée des procédures d'expulsion. Petit pari déjà morbide, mais encore plus quand on veut expulser soi-même les occupants. Et en plus, ça peut devenir après un marché. Voilà, t'as des mecs avec de la testostérone, voilà, issus de certaines cultures, on va dire, pas forcément étrangères, hein, mais voilà, culture de motards ou autre, qui aiment bien voilà la confrontation physique. Et du coup, les mecs sur leur temps libre, on peut les missionner pour aller dégager. C'est des mercenaires, hein, voilà. Je pense que ça doit exister, mais j'imagine si ce business model se développe, bah, du coup, tu vas avoir l'autre business model des gros bras, on va dire, qui va se développer pour virer les gens. Et hop, ça fait vivre des gens, ça fait tourner, ça compte dans le PIB de la France, c'est très bien. Oui, absolument rien d'immoral là-dedans. La famille est partie, a été agressée et gazée par un groupe de gens cagoulés. On rappelle qu'il y avait 2 enfants dans moins de 4 ans. Les médias parisiens, etc., qui ont montré la maison sans précaution et suscité la haine de ces familles ont une grande responsabilité. Dans cette autre vidéo, l'agente précise que le prix est très bas car il y a des procédures à faire. La procédure est résumée à faire une vidéo. Non, les mecs sont passés par le cadre légal, ça a pris trop de temps. Enfin, apparemment, ce qu'ils disent, hein, je sais pas, enfin, ce que j'ai même pensé, parce qu'on n'est pas trop informé sur le. Parce que les mecs ont acheté ça quand début juin, c'est ça. Donc en fait, là, ils n'ont pas attendu que la justice fasse le truc, etc. Ils ont directement passé par. J'ai l'impression, à moins que je me trompe sur une date. On parlait pas de mai à un moment, on parlait pas de mai, de 3 mai, je crois, ou un truc comme ça. Mai. Le 19 mai, ouais. Donc ils ont attendu quelques semaines, mais c'est pas non plus un délai incroyable. Et après les mecs sont fait ça. Donc il y a eu procédure quand même. Encore une fois, Barbare le rhinocéros prend un peu des libertés avec la réalité, mais ok, ce qu'il apporte est intéressant. Ben voilà, c'est terminé pour ce truc-là. Merci Barbare le rhinocéros de nous avoir apporté plus de détails. Allez, on continue. Voilà, confirmé par le truc. Une maison à Olinville de 70 mètres carrés, on n'a rien en dessous de 250 000, avec beaucoup de travaux. Sans travaux, ça peut monter à 280, voire 290 000. Mais pourquoi elle a ce besoin de parler de ça? Parce qu'elle veut être populaire en partageant ces trucs de putain d'agents immobiliers véreux. Alors, vous m'avez déjà vu rager un peu contre des médecins ou autres. Je classe quand même les médecins au-dessus, plus utiles et moins vicieux que cette saloperie de race d'agents immobiliers de merde qui doit faire partie des top 10.
des top 10 professions les plus méprisables que je connaisse. On fera peut-être une tier list un jour, mais putain, leur dégaine, leur façon de parler, ce qu'ils font comme travail, mais putain, ça devrait être encadré par l'État cette merde. Et enfin bon, bref, allez. Par ailleurs, dans le reportage du Parisien, Laurent montre un trousseau de clés devant le portail de la maison squattée. Ça, c'est les clés. En fait, ça ne sert à rien. Ils ont changé les serrures. Tout a été forcé. Bon merde, ça commence à me faire chier là. C'est bon, on a vu le pour et le contre de cette affaire. Donc la famille quitte les lieux, agressée par des personnes masquées. Et à la fin, le Parisien regrette que le couple d'acheteurs ait pu sciemment les induire en erreur. On va lire un peu le mea culpa du Parisien. Allez, vous avez été nombreux à nous interpeller au sujet de notre article et de notre reportage vidéo intitulé « Ils achètent une maison squattée sans le savoir », diffusé le mercredi 8 juin. Voilà quelques précisions. Regardons cette précision. Nous nous sommes basés sur les dires en partant du principe qu'ils étaient de bonne foi, qu'il y avait le matelas qui traînait au sol, etc. Lors du tournage de la vidéo et alors que l'article est en cours d'écriture, nous leur posons une nouvelle fois la question. À ce moment-là, vous ne vous doutiez pas qu'il y avait des gens qui squattaient? Réponse immédiate du couple de propriétaires: non, quand on a visité, il y avait un matelas, etc. Et il dit, on a reposé la question pour la 3e fois. Il a dit non, peut-être que c'était des jeunes, mais rien ne prouvait qu'ils vivaient dedans. Donc là il ramène, voilà, il dit que le couple de propriétaires leur a présenté le jeu de clés. Apparemment oui, ils l'ont montré au truc alors qu'on a vu qu'ils ont acheté 100 clés, donc c'était un mensonge. Donc voilà, l'élément du jeu de clés aussi qui a pas mal fait parler sur le forum. Et voilà, ils ont dit qu'ils avaient mis en scène le truc du jeu de clés pour faire genre. Nous regrettons sincèrement que ce couple, malgré nos précautions et nos vérifications d'usage, ait pu sciemment nous induire en erreur et nous nous excusons sincèrement auprès de nos lecteurs. Nous réfutons toute accusation de diffusion intentionnelle de fausses informations. Voilà, le mec, ils ont fait un peu leur travail, mais ils sont basés sur le déclaratif des personnes qui étaient pas neutres dans l'histoire. Ça, c'est toujours un problème. Et ils ont voulu être rapides et tout. Je sais pas s'il y avait une pression à traiter ce sujet plus rapidement qu'un autre, qui peut se comprendre, même si c'est critiquable. Mais là, effectivement, pourquoi ils ont pris qu'un seul point de vue et pourquoi ils sont pas allés un peu plus loin? C'est un peu ce qu'on se plaint. Voilà, moi je fais pas du journalisme, je m'en suis jamais revendiqué, mais en général, j'essaye quand même d'avoir une vision et son contraire de la chose. La vision de droite, la vision de gauche, ou voilà, des divers trucs, parce que c'est toujours intéressant. Et voilà, je suis pas dans une recherche formelle de la vérité, mais c'est toujours, je trouve, plus sympa. Et là, ils ont l'air de s'être penchés que d'un seul côté quand même. Donc c'est un peu un sujet, parce que eux, c'est des professionnels, ils avaient l'air d'avoir le temps, ils ont le budget et tout, c'est problématique. Donc oui, il parle de précautions, etc. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ces précautions? Vous allez voir qu'un côté de la balance, c'est pas très sérieux. Nous réfutons toute accusation de diffusion intentionnelle de fausses informations. Depuis le premier article publié, nous avons apporté en temps réel des précisions à cette histoire que nous ne manquerons pas de suivre ultérieurement. Le problème, c'est que la truc original a eu plusieurs dizaines de milliers de partages et un taux de visionnage énorme. Là, ça a eu 370 likes, quelques retweets, etc. Donc, après, Babor a fait le taf avec plusieurs milliers, donc il y a quand même une visibilité, et ce qui fait qu'on a un peu les deux points de vue sur les trucs de squat, et on voit que les squatteurs, ce n'est pas que des connards qui viennent, qui se précipitent quand ils voient une maison vide et qui veulent te baiser. Et là, on voit que ça peut être des mecs qui sont dans la merde, qui ont des enfants, qui payent et qui croient être dans leurs droits. Après, il y a, voilà, moi... Les mecs savent qu'à un moment, en France, tout se fait un peu par paiement électronique, enfin par virement, il y a des trucs pour encadrer les choses. Et en général, quand tu payes cash, c'est que tu veux faire le black. Donc les mecs, ils ont dû savoir que c'était du black. Et à un moment, tu veux jouer, tu te fais baiser, et c'est normal. Et voilà, c'est dommage pour tes enfants, etc. Mais est-ce que c'est à la France de payer pour des Tunisiens ou autres, alors que les mecs ont voulu jouer avec du black? Non. Donc il y a ce truc-là. Après, voilà, il y a des enquêteurs, on va pas partir de... Mais c'est possible que ce soit ça. Donc voilà, il y a ce sujet. Et à un moment, on doit apprendre aux gens. Donc moi, déjà 4 jours, c'est très bien. C'est possible qu'il y ait plus pour leur apprendre. Et à un moment, leur dire, attention, le black en France, à un moment, vous pouvez vous faire payer, vous pouvez faire des trucs, etc. Faites gaffe si on vous propose et tout, parce qu'à un moment... on paye des impôts, c'est pas pour rien, et vous qui bénéficiez sûrement d'aides, de trucs, etc., c'est grâce aux personnes qui payent pas au black que vous les avez. Enfin, je sais pas si on les moralise comme ça, mais à un moment on dit attention à payer au black, et payez pas votre putain de maison au black. Ça prend 1 seconde, enfin ça prend 3 secondes de dire cette phrase, mais à un moment, si ça commence à devenir un sujet, il faut la répéter. Voilà. Donc c'était mon point de vue et tout ce que j'avais à vous dire sur cette
à faire, qui a eu des rebroussements et comme je vous dis, nous aide à avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc je trouve ça intéressant. Voilà, j'espère que vous avez intéressé. Et je sais que vous aimez bien un peu quand j'ai eu des retours aujourd'hui de personnes de la boxe qui m'ont dit j'aime bien ta vidéo sur Vengeance Patriote là parce que t'as descendu un article et t'es allé un peu plus loin que d'habitude. Ah oui, moi aussi j'aime bien. Le truc c'est qu'il faut avoir le temps pour déjà peaufiner l'article avant et puis après le lire et tout. Vous avez vu que là c'est une vidéo de 45 minutes et malheureusement moi j'ai plus le temps là parce que souvent en ce moment j'ai des réunions à 9h du mat donc je commence ma vidéo et je me suis renseigné un peu en avant et je peux pas étendre plus. Alors parfois j'ai pas de réunion, je peux un peu finir un peu après et tout, mais souvent c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un format un peu sucré, enfin sucré, non moins sucré, mais plus intéressant que d'habitude que je vous délivre là. Je peux pas malheureusement le faire de façon plus courante. Et alors vous vous dites oui, alors c'est pas grave, fais moins de vidéos, mais fais-en plus comme ça. Oui mais non parce que y a le côté que moi ce que j'aime bien c'est plus parler que de me renseigner etc, enfin le truc donc voilà moi c'est bien j'aime bien faire ce truc là donc je préfère faire plusieurs vidéos plus moins chiadées etc et une de temps en temps qui va plus creuser le truc que ça voilà je suis désolé c'est comme ça que je ressens le truc c'est moins de travail pour moi plus de sympathique et ça puis en plus ça rapporte plus d'argent alors il y a ce côté là aussi et sans doute que pour la visibilité de la chaîne sans doute que pour l'agrandissement du truc après les gens qui viennent à la boxe etc enfin plein de choses c'est mieux aussi d'avoir ce rythme plus soutenu donc désolé voilà je sais que vous pourriez peut-être avoir une attente par rapport à la qualité des vidéos mais moi je suis bien avec ce que je fais en ce moment une vidéo par jour une fois toutes les 2 jours voilà il peut y avoir plusieurs formats mais voilà après peut-être que je pourrais me dégager plus de temps libre hein. Non ça c'est compliqué allez l'Églite enfin si enfin bref c'est terminé pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'elle sortira tard ce samedi, mais que vous la verrez sans doute du coup dimanche. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Allez, à plus et un excellent dimanche à vous. Ciao.